Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. L'invitation fait très plaisir parce que dans le cadre, donc à la suite d'un mouvement d'ébullition des étudiants en médecine et des médecins internes et résidents, donc c'est un mouvement qui a, juste pour mettre un petit peu de l'ordre, qui a débuté au mois d'avril dernier, donc lorsqu'on a commencé un petit peu à entendre parler de ce projet. Et puis donc maintenant on est à 7 semaines de boycott des étudiants en médecine de leur faculté et à 3 semaines de grève des médecins internes et résidents dans les CHU. Donc c'est des chiffres qui sont énormes et c'est presque jamais vu dans notre pays. Et ça me fait plaisir de voir que les autres étudiants dans d'autres domaines s'intéressent aussi à cette question, ce qui m'amène donc à mon introduction. Je voulais présenter la définition de la santé par l'OMS. L'OMS est l'Organisation mondiale de la santé, et qui définit cette dernière comme étant donc, un complet bien-être, suivez bien, un complet bien-être physique, mental et social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui a une bonne santé, qui n'a pas de maladie physique, mais qui a une maladie mentale, n'est pas en bonne santé. C'est des choses qu'on savait déjà. Mais, dans la définition d'un plus loin, elle rajoute le volet social, c'est-à-dire qu'une personne qui vit dans un bidonville, même s'il n'a aucune maladie actuellement, et même s'il n'a aucun trouble psychique, est une personne qui est considérée malade et pour laquelle on devrait trouver une solution. Qu'implique cela? Il implique tout simplement que la santé est multifactorielle et multisectorielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui penser que le médecin, l'infirmier, le kinésithérapeute sont seuls à se charger de la santé des citoyens. Non, c'est quelque chose de multisectoriel. Et je dirais même plus, probablement ce sont des personnes, donc des étudiants comme vous, dans les domaines économiques, qui ont une responsabilité et beaucoup de choses donc, à donner au niveau de la santé du citoyen au Maroc. Donc ça d'une part. D'autre part, durant votre exposé, qui est sincèrement très détaillé, et vous avez parlé de quelque chose, vous avez parlé au début de plusieurs chiffres, d'accord? Donc le nombre de médecins par habitant, et le nombre de médecins spécialistes par habitant, et le nombre, la répartition sectorielle, régionale, des médecins, il y a le taux de remplissage des hôpitaux, il y a le nombre de lits par hôpital, il y a le taux d'occupation. Donc il y a beaucoup de chiffres. Ce sont des chiffres, effectivement c'est un domaine où il y a beaucoup de chiffres, et donc pour qu'on puisse comprendre, on risque d'être un petit peu confus. Par contre, ce qui est clair, c'est le constat. Le constat face donc, à la stratégie de la santé au Maroc, le constat est clair, il y a une insatisfaction totale. Une insatisfaction de qui? Donc d'abord des premiers concernés, donc les malades, les patients ne sont pas du tout satisfaits des soins qu'on leur produit au niveau des hôpitaux publics du royaume, d'une part. Leurs familles aussi, d'autre part, et puis les professionnels du secteur, que ce soit les médecins, les infirmiers, les thérapeutes, les médecins dentaires, tout ça. Donc tout le monde n'est pas satisfait. Moi, quand je trouve, peut-être que je me trompe, et c'est l'occasion de vous corriger parce que vous comprenez ce genre de choses mieux que moi. Moi, personnellement, quand je pars à une administration où j'attends un service et que ce service est de mauvaise qualité, je peux incriminer deux types de choses. Soit ce sont les ressources humaines qui travaillent dans ces endroits qui ne sont pas efficaces, soit c'est l'institution elle-même qui n'offre pas la possibilité à ces ressources humaines d'être efficaces. Encore une fois, pour revenir aux chiffres, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et ce n'est pas pour se jeter de fleurs que je dis ça, donc classe les médecins marocains en termes de compétences, en termes de qualité de prise en charge, 29e mondiaux. C'est l'un des rares classements au monde où le Maroc, notre pays, notre cher pays, se classe à une place que je dirais honorable. Donc on est avant le Canada, avant les États-Unis, avant la plupart des pays arabes, il n'y a que l'Arabie Saoudite qui nous dépasse. Donc les ressources humaines de ce pays en termes de santé sont bien classées par les instances internationales. Donc reste la question des équipements des hôpitaux et donc de l'institution mise en place par le ministère. Autre chose sur laquelle j'aimerais revenir avant d'arriver à ce sujet du service obligatoire. Donc depuis plusieurs années, presque depuis plusieurs, on peut dire décennies, au Maroc, on est très content de voir que dans plusieurs secteurs, il y a des plans qui sont vraiment grandioses. D'accord? Le plan de 10 millions de touristes, mais de 20 millions de touristes en 2020, le Maroc vert, l'énergie solaire. Donc beaucoup de secteurs dans lesquels on a des projets qui sont sincèrement grandioses et qui font plaisir. Alors, au niveau de la santé, donc vraiment, on n'a aucun projet d'avenir. C'est un ministère qui ne fait que gérer les affaires courantes et on n'a pas l'impression qu'il y a une vision à long terme. Qu'est-ce qu'on veut pour la santé des Marocains en 2020? Qu'est-ce qu'on veut pour la santé des Marocains en 2030? On ne sait pas. Il n'y a pas d'idée vraiment claire là-dessus. Donc lorsque nous, on a entendu parler pour la première fois d'une idée du ministre qui
viendrait donc régler ce grand problème de répartition des ressources médicales au niveau du Maroc. On était contents, on était les premiers à applaudir. Jusqu'à ce qu'on découvre donc quel était ce projet. Et franchement, sincèrement, on a été non pas surpris, mais déçus. Parce que c'est pas quelque chose, à notre sens, qui pourrait avoir une efficacité importante. Donc je vais vous parler du service obligatoire, selon nous, donc notre vision des choses. Moi ici, je représente donc la Commission nationale des médecins internes et résidents. Notre vision des choses, c'est quoi? C'est donc après la formation du médecin, pour rappeler donc le médecin généraliste, c'est une formation qui dure 8 ans, et le médecin spécialiste, c'est une formation qui dure 13 ans. Monsieur le ministre donc, propose que ces derniers travaillent donc, pour l'État pendant une durée de 2 ans, à un salaire, donc le salaire, il n'a pas mentionné les chiffres, il a dit juste qu'ils seront payés comme le médecin généraliste et comme le médecin spécialiste, mais pour ceux qui ne savent pas, donc, le médecin généraliste est payé 8 000 dirhams, et le médecin spécialiste, donc après 13 ans d'études, est payé 9 800 dirhams. Donc ce ne sont pas non plus des chiffres qui sont énormes. Ça d'une part. Donc, la première chose qui nous dérange dans ce projet, et vraiment je pense que c'est la chose qui nous dérange le plus, c'est qu'il soit basé sur un mensonge qui est effronté. Sincèrement, aujourd'hui le ministre nous dit qu'il n'y a pas de médecins dans les zones rurales du Maroc et que le Mouadéline devrait avoir accès aux soins. C'est quelque chose sur laquelle on est d'accord avec lui. On n'est pas d'accord parce qu'il essaie de mentir aux gens et de dire que les médecins ne veulent pas partir dans les régions enclavées. C'est quelque chose qui est faux. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que donc moi je suis à la fac de médecine depuis 2006. Qu'est-ce que je vois? À chaque année, il y a un concours qui est ouvert pour l'affectation des médecins généralistes et un autre pour l'affectation des médecins spécialistes. Ces concours, donc quand on les passe, on est automatiquement affecté dans une région éloignée et enclavée. Il est impossible d'être affecté dans une ville. Donc tous les concours font en sorte que les médecins soient affectés dans les zones enclavées. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que, par exemple, en 2015, monsieur le ministre qui dit qu'il n'a pas assez de médecins à envoyer dans les zones rurales a ouvert un concours pour les médecins généralistes dans lequel il y avait 15 postes. D'accord? Donc, d'une part, il ouvre les concours. Il dit voilà, je vais prendre 15 médecins en 2015. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de ces chiffres. Donc, le ministère de la Santé ouvre un concours pour embaucher 15 médecins généralistes durant toute l'année 2015. Et vient ensuite pleurer et dire qu'il n'a pas assez de médecins qu'il puisse envoyer dans les zones rurales. Donc, déjà, deuxièmement, c'est le fait que ce soit totalement anticonstitutionnel. Et ce n'est pas moi qui le dis. Donc, ce sont déjà des ministres du gouvernement donc, qui le disent eux-mêmes, le secrétaire général du gouvernement qui le dit lui-même, que c'est un projet qui n'est pas constitutionnel. Pourquoi il n'est pas constitutionnel? Parce qu'on ne peut pas venir imposer, ce qui est la notion d'obligation, on ne peut pas venir imposer, par exemple, à un jeune médecin qui est à sa 12e année à la fac ou à sa 13e année, et on lui dit au bout de 13 ans que finalement, il a encore 2 ans à passer et de manière obligatoire. À la limite, ça aurait été discutable, et encore, il y a des raisons pour que cela ne soit pas, mais ça aurait été discutable s'ils avaient fait un contrat au début de ses études. Donc, avant que l'étudiant ne commence, on lui dit voilà, donc la durée totale pour avoir ton diplôme sera de 15 ans. Et non pas venir au bout de 7, 8, 13, 12, 13 ans et lui dire voilà, donc on vient de décider qu'on va vous imposer 2 ans de plus. Et enfin, le troisième point, excusez-moi pour que je ne me trompe pas, c'est en fait qu'on sent, par notre expérience, le professeur Alessi pourra confirmer, que ce projet n'aura absolument aucun impact sur la santé du citoyen. Pourquoi? Parce que ces centres de santé, nous-mêmes, donc, en tout cas moi en particulier, je travaille dans le cadre de plusieurs associations, on fait beaucoup de bénévolat, et certains vous en entendu parler, des caravanes médicales qui se font dans ces zones qui sont censées être régulées. Quand on y va, eh ben, imaginez que parfois, on est obligé de ne pas travailler dans le petit dispensaire qui est construit par l'État, on met des pentes. Pourquoi? Parce que le dispensaire est dans un état lamentable, donc il est plein de cafards, il y a la moitié du toit qui est effondré. Donc c'est pas un endroit qui manque du médecin, c'est pas ça son manque principal. Ça, d'une part. D'autre part, un médecin, il faut bien le comprendre, un médecin ne peut pas travailler sans ses outils. Donc si c'est pour envoyer des médecins qui vont uniquement recevoir la personne et lui indiquer le chemin pour aller à l'hôpital le plus proche, on ne trouve pas l'intérêt de ce projet. Maintenant, je peux essayer peut-être plus loin dans la troisième partie, partir un peu plus loin. Donc, pourquoi le ministre semble propose ce genre de projet, mais ça restera donc des idées personnelles. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé d'exposer un petit peu notre point de vue. Donc, principalement le fait que ce projet est basé sur un mensonge, et celui que les médecins refusent d'aller dans les enclavés, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ils passent chacun des
pour être affectés avec la fonction publique et vont, là on leur le demande, donc lorsqu'ils sont médecins de la fonction publique. Deuxièmement, le fait que ce soit anticonstitutionnel, et troisièmement, qu'il n'aura aucun impact. Et enfin aussi, j'aimerais parler peut-être, c'est un petit peu un peu plus émotionnel, mais j'estime que le Maroc devrait mieux récompenser ses étudiants, surtout lorsqu'ils font beaucoup d'efforts et des études qui sont jugées pour ne pas dire tous, très très difficiles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout de 13 ans d'études, qu'est-ce que vous proposez donc à ces étudiants? De faire 2 ans obligatoires avec l'État et ensuite une impossibilité totale de rester médecin du secteur public. Pourquoi je dis ça? Imaginez que donc, ce même ministre qui vient d'ouvrir 15 postes de médecin généraliste en 2015. Si le service, donc ce projet de loi passe, l'année prochaine, il y aura 3500 médecins généralistes qui vont travailler pour lui dans les différentes régions. L'année d'après, ces 3500 seront partis, ils auront fini leur service. Les 3500 autres qui viennent donc de recevoir leur diplôme vont les remplacer. Pourquoi est-ce qu'il va continuer à embaucher d'autres médecins? Il n'y a aucune raison à cela. Et c'est donc pour nous, c'est-à-dire qu'on voit ça comme un désengagement de l'État de secteurs qui pour lui n'ont plus aucun intérêt, qui sont les secteurs de l'éducation et de la santé. L'État ne veut plus les garder et donc veut un petit peu s'en débarrasser pour le privé. Le privé qui pour l'instant fait du bon travail, mais on ne sait pas comment sera le cas par la suite. Et nous estimons encore une fois que la santé et l'éducation font partie des droits des citoyens marocains et qu'on devrait forcer le gouvernement à garder ces secteurs forts, comme ils l'ont été à un certain moment. Il fut un temps où, et c'était bien connu pour la santé et pour l'éducation, où par exemple, au lycée, c'était les redoublants ou les étudiants qui n'arrivaient pas à avoir de bonnes notes, qui étaient obligés d'aller au privé. D'accord? Parce que l'école publique, le lycée public, c'était ça, le fleuron de l'éducation. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est au contraire, si vous avez de bonnes notes, on vous encouragera à aller au privé où il y aura vraiment les meilleurs enseignements. Et on trouve que c'est dommage, et on aimerait que notre pays puisse garder ou retrouver en tout cas donc, cette force au niveau de ces deux domaines importants. Enfin, je sais que tu n'hésite pas à m'arrêter si je suis un peu mais en tout cas, c'est juste encore une fois des chiffres que je balance comme ça, à garder en tête. Vous êtes dans le secteur du vous pouvez comprendre les certains milieux que moi, mais en tout cas, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise, ça veut dire même pas conseil, préconise, elle pense que c'est le minimum. Le minimum, c'est que chaque pays devrait donc laisser une part de 12,5% de son PIB pour le secteur de la santé. D'accord? Donc c'est le minimum. La France, par exemple, elle fait plus, avec un PIB qui est élevé. Le Maroc faisait, au passé, en 2011, il laissait donc pour le secteur de la santé 5,2% de son PIB. Donc déjà, moins de la moitié de ce que préconise l'OMS, avec un PIB qui est beaucoup plus faible que la plupart des pays qui sont développés. Donc ça d'une part. D'autre part, avec ces données, on en arrive malheureusement, on est arrivé à 4,8%. Et l'année prochaine, l'année où lui promet, donc il va bien investir dans des hôpitaux, où il va envoyer donc, des médecins qui seront recrutés dans ces services obligatoires, on sera, parce que ça va être sorti, on sera à 3,8% du pays du Maroc consacré à la santé. Voilà ce que le gouvernement pense de votre santé, et merci. Merci, monsieur Anas. Alors, vous associez le manque de ressources au ministre qui n'offre pas assez de postes de travail. En gros, l'État essaie de se retirer de la fonction publique. C'est ça, monsieur Anas. Alors, je passe, je voudrais demander à monsieur Choué s'il a une question à poser à monsieur Anas. Monsieur Anas, certains disent que les médecins refusent totalement l'idée de partir travailler dans les milieux ruraux. Est-ce vrai ou qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci donc pour cette question. Oui, alors c'est exactement sur ce point que se base M. le ministre pour essayer un petit peu de gagner la sympathie du peuple et de la société civile en général.
et donc de donc favoriser son projet de loi. Donc, comme quoi les médecins ne veulent pas aller travailler. Je vais essayer d'expliquer dans mon rôle, peut-être que je vais détailler encore un petit peu plus, si vous permettez, la situation, mais avant je vais vous expliquer comment ça se passe avant le recrutement au niveau donc, du ministère de la Santé pour les médecins. Peut-être que ça va vous aider un petit peu à mieux comprendre ce qu'il en est. Donc tout d'abord, on a les médecins généralistes. Les médecins généralistes, c'est des étudiants qui font donc, leurs études à la faculté de médecine, ils finissent leur 8e année, soutiennent leur thèse de doctorat, et ensuite ils ont deux choix. Soit travailler dans le secteur privé, soit travailler dans le secteur public. Pour ceux qui voudraient travailler dans le secteur public, le ministère ouvre un certain nombre de postes dans des concours de recrutement qu'on appelle le concours d'intégration à la fonction publique. Cette année, en 2015, le ministre en a ouvert 15. Tous les postes donc, qui sont ouverts sont dans des régions qui sont enclavées. Si vous permettez, donc, je vais essayer de retrouver un document pour vous dire un petit peu quelles sont ces régions. Je vais le retrouver tout à l'heure, on ne va pas perdre de temps. Et puis donc, toutes les régions, toujours, toutes les 100%, c'est pas 99% ou 99,9%, c'est 100% des régions dans lesquelles sont affectés les médecins généralistes sont des régions très éloignées et très enclavées. Je vous dirai la liste tout à l'heure, vous me direz si vous pensez à la même chose. Donc ça ne pas. Mais le ministre n'ouvre que 15 postes en 2015. L'année d'avant, c'était à peu près 70 postes. D'accord. Donc c'est lui qui n'ouvre pas assez de postes pour les médecins généralistes, pour qu'ils puissent travailler dans ces mêmes régions. Il nous dit qu'il n'a pas de médecins à envoyer là-bas. Pour les médecins spécialistes, c'est encore plus simple à comprendre. Pour devenir médecin spécialiste, on va voir qu'il faut passer un concours, soit l'internat, soit le résident. Quand on passe ce concours, et qu'on doit choisir dans quelle spécialité on va faire notre formation, on doit choisir aussi si on va la faire de manière bénévole ou de manière contractuelle. L'État impose que, généralement, c'est donc 50% de bénévoles et 50% de contractuels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un étudiant, un médecin généraliste, après ses 8 ans d'études, s'il veut faire une spécialité qui dure généralement 5 ans et qu'il veut la faire de manière bénévole, il va être payé donc, durant sa période de spécialisation, donc, durant laquelle il travaille dans le CHU. Pour les médecins chirurgiens, donc, ils opèrent, pour les médecins non chirurgiens, donc, ils hospitalisent. Qu'est-ce qu'il va être payé? 3500 dirhams, donc durant une période de 5 ans. C'est quand même des gens qui sont déjà du Sud. Ça aussi, c'est une autre aberration, on pourra en parler par la suite si vous voulez. Mais en tout cas, pour rester dans le problème actuel, ils sont payés donc, de 3500 dirhams pendant les 5 ans de leur spécialisation. À 32 ans, ils finissent, à 32 ou 33 ans, ils finissent leurs études. Ils pourront, s'ils le désirent, travailler au privé. En tout cas, ils ne travailleront pas pour l'État. Les 50% qui restent, les contractuels, eux, sont payés 8000 dirhams par mois parce qu'ils sont contractuels. Mais en contrepartie, ils devront travailler au minimum une période de 8 ans avec l'État. Donc, le ministre de la Santé a déjà entre ses mains 50% des médecins spécialistes qui travailleront de toute façon avec l'État, là où l'État le désire, parce que c'est des médecins contractuels. Si donc le ministre ouvre des postes, c'est ce qu'il fait ouvre des postes d'affectation dans les zones reculées, devront aller travailler dans ces zones reculées. Et je connais personnellement, et encore une fois, c'est pour ça que je reviens au troisième point que vous avez cité, celui de l'absence totale d'impact de ce projet. Je connais des médecins ophtalmologues qui ont fini leurs études et qui ont été affectés dans des hôpitaux où il n'y a pas de bloc d'ophtalmologie. Je connais des médecins, probablement vous savez aussi, connais des médecins radiologues qui sont affectés à Tata où il n'y a pas de scanner ni d'IRM. Donc ils ne font absolument rien du tout, mais ils y sont affectés pour pouvoir dire qu'il y a un radiologue qui est affecté par le ministère de la Santé. Donc c'est toute une question de chiffres. Je ne peux pas aller plus loin dans ce débat parce que ce n'est pas ma spécialité, mais la raison pour laquelle le ministre essaie de faire cela, on peut en discuter, mais encore une fois, ça reste des suppositions. Mais tout ça pour vous dire, donc, tu vois bien que pour les médecins généralistes, le concours n'ouvre pas de poste de concours, donc on ne peut pas les accuser de ne pas vouloir aller travailler dans des régions reculées. Et pour les médecins spécialistes, il y a déjà une moitié qui l'envoie dans les zones reculées à rien faire, et donc il ne peut pas non plus les accuser de ne pas vouloir y aller. Monsieur Abbas, une petite question. Est-ce que le médecin a le droit d'exiger des équipements pour aller pratiquer sa profession dans ces zones rurales? Est-ce que le médecin a le droit d'exiger des équipements pour aller pratiquer sa profession dans ces zones rurales? Alors
juste pour qu'on soit bien clair. Donc, le médecin, lorsqu'il travaille avec le ministère de la Santé, c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire comme n'importe quel autre fonctionnaire. Aujourd'hui, moi je dis qu'on devrait être fier et heureux que ces médecins refusent et manifestent et disent qu'ils ne veulent pas aller travailler dans des zones où il n'y a pas d'équipement. Parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire envoyer un médecin dans une zone où il n'y a pas d'équipement? C'est un médecin qui ne va pas travailler. Donc c'est des gens qui tout simplement refusent de ne pas travailler. C'est quelque chose qui, pour ma part, est positif. D'accord? Il aurait pu aller tout simplement là où le ministère lui disait de partir, et arriver sur place, il n'a pas les moyens de travailler, il ne travaillera pas. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui veut travailler. Il a passé 13 ans à se former. Ce n'est pas pour ensuite aller dormir. D'accord? Ça d'une part. D'autre part, le Maroc est vraiment un pays qui a un énorme besoin en médecins. De toute façon, vous l'avez dit vous-même, on a un médecin pour 12 000 habitants. C'est ridicule par rapport, vraiment j'utilise le terme ridicule par rapport à nos voisins, donc algériens et tunisiens, qui sont déjà à titre plus correct. Par exemple, en Tunisie, il y a un médecin pour 1000 habitants. Donc c'est 10 fois mieux. Et en France, ils sont à un médecin pour 300 habitants. D'accord? Donc on voudrait qu'ils puissent soigner ces gens là où ils sont. Aujourd'hui, on a parlé au début, les CHU, les grands hôpitaux du Maroc sont débordés. Il y a énormément de gens. Par exemple, pour faire la restriction des temps de la gynécologie, c'était malheureux. À Marrakech, il y avait 9 à 10 femmes par chambre, dans des chambres de 2 lits. D'accord? Donc il y en avait 4 sur le lit, et puis d'autres qui sont carrément par terre. À Marrakech. D'accord? Quand il vous dit qu'à Casablanca, la situation il y a 50% des médecins qui sont, c'est encore très insuffisant. Les CHU de Casablanca. Et puis encore, parce que parfois je parle, le discours n'est pas clair, mais en tout cas, quand je retrouve une idée, j'essaie de la partager avec vous. Quand M. Rollier vous dit qu'il y a 50% des médecins sur l'axe Casablanca, etc., il faut comprendre une chose. Il parle des médecins du secteur public, des médecins du secteur privé. Mais quand on parle des médecins du secteur public, uniquement, c'est-à-dire ceux qui sont sous statutaire, ils sont à 24%. 24% sur l'axe Casablanca. Or, l'axe Casablanca, c'est 26% de la population marocaine. Donc, même du point de vue de la répartition au sein même du ministère, elle est déjà c'est-à-dire adéquate par rapport donc, aux besoins en termes de nombre de population, nombre de médecins, et adéquate, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tous les médecins vont être affectés dans des zones qui sont éloignées. D'accord? Donc, au niveau du ministère, ce problème ne se posait pas. C'est pour ça que le premier point que j'ai évoqué, c'était le fait que ça partait à la base d'un mensonge. Donc, comme quoi les médecins ne veulent pas aller dans les zones rurales, donc on va les forcer à y aller. Or, ce n'est pas le cas. C'est peut-être le cas pour les médecins du secteur privé, mais à ce moment-là, la solution ne serait pas de les forcer, mais serait justement d'améliorer les infrastructures dans ces zones enclavées pour les encourager, comme ça se fait partout ailleurs, à s'installer dans ces zones. Plus de précision à votre question. En aucun cas, un fonctionnaire n'a le droit d'exiger. Vous êtes affecté. Et d'ailleurs, ce qui se fait, c'est bien de poser cette question. Les gens, par leurs moyens, par leur bonne volonté, et cherchent à droite, à gauche, les associations, les ceci, les cela, les écrits pour se procurer. Mais ça demande une énergie folle qui fait que à la fin, donc non, en aucun cas, vous avez le droit d'exiger des conditions pour aller travailler. S'il vous plaît, monsieur. Si vous permettez, juste pour rebondir sur ce qu'a dit le professeur Bessi, je vous en remercie. Donc, effectivement, on n'a pas le droit d'exiger ces équipements. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on essaie un petit peu d'expliquer cela avant que le projet de loi ne puisse voir le jour. Parce que quand il verra le jour, les médecins vont être affectés dans ces zones où nous pourrons les faire, mais ils ne vont pas dire qu'on vous refuse de partir là où on ne peut pas travailler. Ils seront obligés d'y aller parce que quand un fonctionnaire ne peut refuser son affectation. D'accord? Merci pour votre précision, M. Anas. J'ai une toute dernière petite question. Est-ce que vous pensez vraiment que ce projet de loi peut en premier lieu sur l'aspect financier, ensuite sur l'aspect social qui est celui de venir en aide à toutes les catégories de personnes? Alors la question que vous posez, moi j'ai envie de vous la poser à vous. Parce que certainement vous allez vous en sortir et vous allez pouvoir vous répondre plus facilement que moi. Parce que vous comprenez certainement mieux que moi
des aspects financiers de cette ordre. En tout cas, à mon niveau, et humblement, moi, ce que j'ai compris, c'est que, encore une fois, l'État cherche à se désengager de ces deux secteurs qui lui font perdre beaucoup d'argent, qui sont la santé et l'éducation, et qui font gagner très peu. Mais, à mon sens, encore une fois, ce n'est pas l'orientation que je voudrais pour mon pays. Je voudrais pour mon pays un État où ce dernier garantit donc une éducation qui est de bonne qualité et une santé qui est de bonne qualité et des infrastructures qui sont de bonne qualité pour le citoyen. Parce que on a dit à demain après-demain, on va vendre la police. Et si ça ne fait pas gagner beaucoup d'argent, on va avoir des agents de sécurité privée qui se chargeront donc, de la circulation, et ainsi de suite. Donc nous, en tout cas moi, je suis pas d'accord avec ce point de vue. Certains avancent des idées comme le FMI favoriserait le Maroc si ce dernier a une masse salariale qui était plus grande. Peut-être que c'est la réponse à votre question, mais encore une fois, nous refusons catégoriquement le fait que la santé et l'éducation puissent être rendues dans ce pays. Merci, monsieur Abbas. Pourquoi le refuse-t-il? Donc, pour répondre à votre question, pour faire un peu court, je vais en venir au but. Donc, tout d'abord, à cause de son caractère obligatoire et qui est totalement inconstitutionnel, comme l'a dit le docteur Anas Boumidi, donc qui reste contraire au texte constitutionnel de notre royaume. Donc, nous sommes contre ça. Comment est-ce que ce ministre peut, du jour au lendemain, venir nous imposer une loi, déclarer pouvoir disposer de nous, comme ça, avec un claquement de doigts, disposer de nous après 8 ans, voire 13 ans d'études, et nous envoyer dans une région reculée avec un contrat de travail à durée déterminée qui durera uniquement 2 ans, pour ensuite nous mettre à la porte. Ce n'est tout simplement pas logique. Donc, ensuite, ça me permet d'en venir à mon deuxième point, et qui est que ce service sanitaire obligatoire menace notre avenir. Il menace notre avenir parce qu'il est plonge dans un flou totalement obscur et dans une incertitude des plus totale. Donc, en fait, après 8 années d'études ou 13 années d'études pour les personnes qui vont choisir de continuer et de choisir une spécialité, le médecin va aller travailler dans une zone reculée pendant 2 années. Ensuite, il sera mis à la porte et devra chercher un travail dans le secteur privé qu'on ne contrôle pas. Donc, on ne sait pas comment les choses vont évoluer dans ce secteur privé. Et peut-être se retrouver au chômage. Donc, après tant d'années d'études et tant d'années de travail, le médecin pourrait tout simplement se retrouver à la case de départ et à la case zéro. En troisième lieu et en dernier lieu, et c'est un point sur lequel j'aimerais beaucoup insister, donc c'est que ce service sanitaire, et nous sommes contre le service sanitaire parce qu'il, de par son caractère ségrégatif. Parce que, selon ce projet de loi, seuls les étudiants issus des facultés publiques seront soumis à ce service sanitaire. Les étudiants issus des facultés privées très récentes ne seront pas soumis à cette loi. Puisqu'il est nommé service sanitaire national, tout le monde devrait y être soumis. Nous sommes tous citoyens marocains à part entière. Pourquoi est-ce que les étudiants des facultés privées pourraient en être exemptés? C'est ce que nous ne comprenons pas. Donc, pour résumer, nous sommes contre ce service et ça n'est que mon avis, je ne le représente pas, je ne fais pas partie de la Commission nationale des étudiants en médecine, c'est l'avis d'une étudiante en médecine qui pense comme l'étudiant en médecine pourrait penser. Donc, nous sommes contre ce service de par son caractère obligatoire et qui est totalement inconstitutionnel, parce qu'il plonge notre avenir dans un flou obscur et totalement incertain, et parce qu'il met en exergue la différence entre les étudiants issus du secteur public et ceux issus du secteur privé, chose qui ne devrait pas être. Voilà. Oui, merci. Moi, je voudrais profiter de l'occasion pour déjà pour féliciter l'ensemble des étudiants en médecine en Europe. Franchement, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez qui force au respect en tout cas. Ils sont à leur 7e semaine de boycott total au niveau national. Donc il y a 5 facultés de médecine en Europe, ils sont tous en boycott. Il y a 8 promotions dans chaque faculté, ils sont tous en boycott. Donc ça fait beaucoup de gens à fédérer.
et c'est un mouvement qui en plus est très respectable par sa nature, c'est-à-dire une assemblée générale presque tous les 2 ou 3 jours pour revenir donc, c'est-à-dire au choix de la base pour décider de chaque pas supplémentaire. Donc vraiment quelque chose qui faut se respecter. En tout cas, je me devais d'en parler et de les féliciter encore une fois. Et puis juste avant de céder la parole, ce que je vous avais promis tout à l'heure, parce que je viens de retrouver le tableau que je voulais vous lire, et vous direz donc vous-même si ce sont des zones enclavées ou pas, et si le ministère a le droit donc, de dire que les médecins ne veulent pas aller dans ces zones enclavées. Donc, pour l'année 2015, je suis en train de vous lire la liste des postes ouverts pour l'affectation des médecins généralistes. Donc, il faut passer un concours, et donc, tout le monde n'est pas pris. Et puis voilà, donc, quand ils seront pris, voilà le poste pour travailler. Donc, il y a à la délégation de l'île un poste au niveau du centre de santé de Wassa, et puis à Khnefa, un poste au niveau du centre de santé Mouye Ouezza, et puis à Khaouz, donc à Marrakech, un poste au niveau du centre de santé de Zaouta. Pour ceux qui font la route vers Ouazzazaz, ils connaîtront peut-être. Et puis à Sawara, il y a encore un poste au centre de santé de Toulouse. À Fikik, il y a un poste au centre de santé de Raqa. Donc c'est vraiment une zone frontalière. À Tizmit, un poste au centre de santé. Je suis désolé de vous faire la lecture, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu. À Ouazzazaz, un poste dans le centre de santé de Toulouse. Dans la région de Zagoula, un poste au centre de santé de Amzaro. Dans la région de Azela, un centre au poste de santé de RDI. Et puis ça continue comme ça. Donc c'est juste pour montrer que ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des affectations dans les zones rurales. Donc ce projet vient régler un problème qui à la base n'existe pas. C'est sur ça que j'aimerais insister. Le problème est au niveau donc, de l'affectation de ces médecins. Le ministère n'ouvre pas assez de postes pour recruter assez de médecins pour tous ces hôpitaux. Voilà. Précision, M. Danas, effectivement, on remarque l'offre quasi absente de poste de travail, contrairement à ce que pensait M. Volpi. Maintenant, j'ai une autre question à poser comme ça. Quels sont les moyens que vous avez utilisés afin d'exprimer ce refus? Donc, en fait, nous faisons pas partie, comme j'ai dit tout à l'heure, de la Commission nationale des étudiants en médecine. Je ne peux vous informer les démarches dans leur totalité exactitude quand entrepris nos représentants pour contrer ce projet de loi. Mais je sais que notre lutte a commencé avant même la rentrée universitaire, c'est-à-dire l'année dernière. Quand nos représentants ont essayé de contacter le ministère pour discuter un peu de cette loi et pour discuter aussi de l'ensemble de notre dossier revendicatif. Donc apparemment les discussions ont été vaines et nous n'avons pas été entendus. Nous avons alors organisé plusieurs sit-ins dans les diverses villes du royaume et une marche nationale qui a eu lieu en juillet dernier. Face toujours ensuite à un silence qui ne présageait rien de bon pour nous, nous avons décidé de boycotter la rentrée universitaire, ce qui est un événement historique. Ce qui veut dire clairement qu'aujourd'hui, nous sommes à 45 jours de boycott et nous n'assistons pas aux cours, nous n'assistons pas aux travaux dirigés, travaux pratiques, ni aux stages hospitaliers dans les services qui comptent beaucoup pour la validation de notre année universitaire. Donc, à part le boycott, nous avons aussi organisé plusieurs autres sessions et une marche nationale le 17 septembre dernier, qui a aussi été un événement historique puisqu'elle a rassemblé près de 10 000 étudiants et médecins venus de tous les coins du royaume pour protester contre cette loi qui est injuste. Et j'ajouterai aussi que depuis le 1er octobre, les médecins internes et résidents se sont joints à notre mouvement de révolte et font grève à nos côtés à présent pour contrer ce projet de loi et nous souhaitons les remercier parce que en fait leur soutien a apporté énormément d'ampleur à notre cause. Merci à vous, mademoiselle Kinza. Et notre dernière petite question. Les étudiants, comme on l'a cité tout à l'heure, sont accusés de ne pas vouloir aider leurs concitoyens vivant dans les zones reculées. Que répondez-vous à cela? C'est une accusation qui est totalement infondée, mais malheureusement, qu'on entend souvent, qui est très largement répandue. En fait, je répondrai à ça en disant que nous n'avons jamais dit que nous ne souhaitions pas travailler dans ces zones reculées une fois à l'Orient. On
on ne devrait pas nous faire dire ce que nous n'avons jamais dit. Nous avons dit que nous souhaitions servir nos citoyens qui vivent dans ces zones reculées, de la même façon dont aujourd'hui les médecins qui sont déjà diplômés et qui exercent déjà aujourd'hui le font déjà, c'est-à-dire dans le cadre de la fonction publique. Que l'État nous embauche, qui nous donne les moyens de soigner nos concitoyens, de soigner le citoyen marocain dans la dignité, pas dans l'obligation. Donc, ça c'est d'une part. Ensuite, il ne faut pas oublier que le médecin marocain est d'abord citoyen marocain. Donc, c'est son devoir, en tant que patriote et en tant que médecin, de soigner ces gens-là, de soigner les gens qui vivent dans les zones reculées et dans les montagnes, proprement dire. Donc, il ne faut pas nous faire dire ce qu'on n'a jamais dit, et il faut faire face à ces accusations totalement infondées. Ensuite, j'ajouterai que ce sont ces mêmes futurs médecins qui sont étudiants en médecine, internes, résidents, qui organisent aujourd'hui beaucoup de caravanes médicales, de campagnes de sensibilisation en faisant partie de diverses associations, et ça, M. le gouverneur Smith pourrait vous en parler en long et en large. Donc, ce sont eux qui organisent ces caravanes et ces campagnes de sensibilisation sans soutien du ministère, à titre bénévole. Alors, tandis que le ministère semble soudain s'inquiéter pour ces gens-là, inquiétude qui ne leur a jamais montré et qui, à mon humble avis, ne sert que les fins purement électorales, puisque le ministre a sûrement besoin de gagner la voix de la population et de passer pour le ministre gentil, de se faire redorer son image auprès des électeurs. Voilà. En guise de conclusion, on rappelle que ce projet de loi vise à combler le manque de médecins dans les zones enclavées et reculées, mais qui va laisser aussi, je dirais bien, frustrer ces derniers, puisque ça ne sera pas un contrat de travail permanent comme l'a cité Mme Kinski. Et c'est là où peut se créer probablement un risque de chômage pour les futurs médecins. Par ailleurs, on a pu conclure que le ministère de la Santé essaie aussi de se retirer de la fonction publique, en quelque sorte, et cherche à privatiser le secteur de la santé implicitement. Donc, je dirais bien, est-ce que l'État a vraiment le droit de disposer des médecins quand il le souhaite, puis les jeter aux ordures par le suite? Cette question reste à débattre avec M. Wout.